Et ben on va peut-être passer aux questions un peu insolites. Donc ça s'appelle Sacha Blatt. Ici, on pose les mêmes questions à tout le monde. Je suis maître de conférences en droit public à Sciences Po Grenoble et j'exerce un certain nombre d'activités militantes contentieuses par ailleurs au sein d'une association qui s'appelle Biodiversité sous nos pieds. Le temps que ça prend et la non-constatation par un certain nombre de pouvoirs publics élus comme préfecture de la rapidité du dérèglement climatique et surtout de la vulnérabilité des écosystèmes. Et le caractère résiduel de la biodiversité dans la prise de décision politique aujourd'hui est quelque chose qui me stupéfait et qui m'agace. Ouais. Ceci n'est pas le point de vue d'un bobo citadin, hein, on est bien d'accord. Ceci est un constat rationnel. La première chose, c'est que personne n'est parfait. Après, ça dépend toujours du référentiel que vous avez et que vous entendez suivre. Aujourd'hui, extraordinairement rares sont les gens sur le territoire métropolitain qui ont un bilan carbone qui correspond peu ou prou à 1,8 tonnes par an, et en sachant que là-dedans, on a encore un prisme qui ne correspond que au gaz à effet de serre et pas au respect de la biodiversité. De ce point de vue-là, quand on concilie les deux, moi, mon comportement est en adéquation avec mes valeurs. Jamais. Et ça, c'est intéressant parce que la plupart des gens voient les transitions comme étant une contrainte, alors qu'à partir du moment où on a changé ce qu'on appelle paradigmatiquement, c'est-à-dire que l'ensemble de votre axiologie, les valeurs que vous avez a véritablement changé, les centres d'intérêt que vous avez ont aussi évolué, vous ringardisez certains comportements de type possession de grosses voitures, tout ça. Les contraintes, elles sont presque inexistant dans la mesure où vous avez du coup un comportement qui correspond à ces valeurs, et c'est plus des contraintes, c'est une façon nouvelle de voir la vie avec des plaisirs nouveaux, des joies nouvelles, des investissements nouveaux et aussi des façons de consommer la viande qui changent, tout ça. Ça devrait être étatiquement encadré hein, en termes d'incitation et puis aussi de contraintes par rapport au mode de transport, et pas que les particuliers, pas que parce que faire tout reposer sur les comportements particuliers, c'est ne voir qu'une partie émerger de l'iceberg. Donc non, sinon ça relève des cas de conscience de chacun, ça relève surtout des capacités pécuniaires des gens. Hein. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire ce genre de mini-sacrifice lorsqu'on est aisé que lorsqu'on est extrêmement contraint au niveau de l'argent. Donc faire encore une fois reposer l'ensemble des efforts sur les gens qui sont précaires, c'est pas la solution. En sachant en plus que la plupart des gens précaires sont écologiquement plus responsables que les personnes qui font partie du dernier décile de l'impôt sur le revenu. Donc je pense qu'il a un gros levier hein, sur les personnes fortunées, notamment le dernier décile. C'est à eux avant tout qu'il incombe de changer de comportement, je crois. Notamment sur l'avion, parce que à chaque fois on parle de l'avion, de mémoire c'est 8% des Français qui prennent l'avion. Comme 8% des Français qui font du ski. Et ça peut être intéressant, il faut regarder comme à chaque fois l'impact environnemental, donc biodiversité que ces ascenseurs valléens peuvent avoir. La question est pertinente dans la mesure où l'extraordinaire majorité du bilan carbone des stations, c'est les transports des personnes qui vont précisément dans les stations. La plupart des remontées mécaniques, le bilan carbone est relativement faible en réalité des stations, tout est électrifié. Donc oui, ça peut être une très bonne solution sur le modèle de ce que Bourg-Saint-Maurice a fait pour monter aux Arcs. Après, il faut regarder comment on arbitre l'impact environnemental. C'est des impératifs environnementaux antagoniques. Gaz à effet de serre d'un côté et préservation des biotopes de l'autre. Donc au cas par cas. Après, il y a quand même des généralités. Hein. C'est-à-dire que les espèces protégées en montagne, on en retrouve quand même pas mal. Hein. Donc il faut se poser la question de savoir si on veut continuer à en détruire une partie pour assurer la pérennité d'un modèle dont on sait qu'il est condamné.